Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Alors avec un peu de décalage, mais il y a eu le Giro. On fait le débrief des Ronde di Vlaanderen. Faut savoir, j'ai regardé les deux courses un petit peu en parallèle. Il y a eu l'avantage, c'est que la Ronde s'est finie quand même avant la montée de Piancavallo quasiment. Donc j'ai pu passer de l'un à l'autre sans trop de problèmes et me concentrer, pouvoir regarder les deux courses, surtout que sur l'étape du Giro, jusqu'à 50 bornes de l'arrivée, c'est pas passé énormément de choses. Il faut très clairement le dire sur l'étape numéro 15. Débrief donc de la ronde, on va voir les bleus. On va faire les top et flop. Il n'y aura pas d'habillage, on fera ici le résumé de la course. Il n'y aura pas d'habillage parce que j'ai juste pas le temps. Là, très clairement, en encodage, j'ai la MotoGP à faire et j'ai toujours pas regardé la MotoGP. Donc, je suis obligé de la regarder avec du décalage. Donc, avec les audiences aussi, qui j'espère vont arriver avant la vidéo de la semaine dernière, qui est arrivée extrêmement tardivement. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'habillage pour cette course. Pour le résumé de cette ronde des Vlaanderen, le Tour des Flandres. Le résumé, et on va déjà commencer par un coup de gueule. Bien entendu, vous avez tous, si vous suivez un minimum le cyclisme, vous avez vu cette chute de Julien Lafilippe avec la moto du jury, et coup de gueule parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Les problèmes d'organisation, il va falloir vraiment que David Lappartient, qui est le président de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, fasse quelque chose au niveau de l'organisation de beaucoup de courses aujourd'hui dans le monde du cyclisme. Il y a très peu d'organisateurs qui, au niveau sécuritaire, sont au point. Je dirais qu'il y a le Tour de France, toutes les courses gérées par ASO en majorité. Il y a juste eu la Vuelta ces dernières quelques fois où il y a eu des problèmes, mais sur le Tour de France, sur Paris-Nice, sur le Dauphiné, même Paris-Tours, Paris-Roubaix, toutes ces courses-là. Vous avez les courses en Grande-Bretagne, qui sont plutôt très très bien organisées aussi, hein, le Tour de Grande-Bretagne, mais le Tour du Yorkshire également, donc aussi géré un petit peu par ASO, mais le Tour de Grande-Bretagne c'est très très bien géré. Et puis vous avez des organisateurs où c'est tout le temps la merde. Parmi ces organisateurs-là, vous avez RCS en Italie, qui gère le Giro, qui gère Milan-San Remo, qui gère... c'est RCS ou RTS? Parce que je me trompe souvent de signe. Enfin, la Gazzetta dello Sport, voilà, qui gère toutes les courses italiennes. Et puis, vous avez Die Flanders, donc qui gère le Hedvolk, Grand Prix E3, également le Tour des Flandres, et plein d'autres courses. Toutes les courses pavées, c'est Die Flanders. Bon... et le Tour de Pologne également, où chaque année c'est mal organisé. Sur ces trois courses-là, trois groupements de courses, Viviani s'est fait rentrer dedans sur le Giro cette semaine. On a sur le Tour de Pologne la chute de Jakobsen et un mort l'année dernière, quand même il faut rappeler. Et on a eu également encore une chute importante à cause d'une moto, mais il y avait eu également sur le Tour des Flandres de la voiture neutre qui était rentrée dans certains coureurs. Il y avait également un coureur cycliste qui était rentré dans des spectateurs. Je trouve que ces trois organisateurs-là se foutent de la gueule du monde aujourd'hui et se foutent de la gueule des coureurs. Très clairement, la moto n'a rien à foutre là. Alors quand j'entends Jackie Durand, bon, qui n'a jamais été excellent au niveau de la sécurité, je rappelle, c'était un coureur qui ne souhaitait pas les casques, l'introduction des casques, hein, quand il était coureur cycliste, donc la sécurité, ça n'a jamais été son fort. Vous pouvez retrouver ça sur le site d'Eurosport. Alors si vous avez une connexion qui pète sa mère, parce que moi, ma connexion, ça sautait tout le temps, donc j'ai regardé quand même la vidéo de 3 minutes 20, mais ça m'a pris un quart d'heure pour regarder 3 minutes 20 de vidéo. Mais bon, super, les lecteurs internet de Eurosport, ça a toujours été un bordel Eurosport pour regarder des vidéos, ça fait depuis des années et des années. Mais donc il y avait Jackie Durand qui donc a une palette maintenant dans les rois de la pédale, je sais pas si c'est nouveau ou si ça date d'avant, et qui disait grosso modo, oh bah la moto était là, c'est pas de bol. Non, une moto de jury qui est percutée par un coureur, c'est pas de bol. C'est une erreur de l'organisation, c'est une erreur du pilote. Et aujourd'hui, très clairement, les pilotes, les conducteurs qui sont dans toutes les voitures, sur toutes les courses importantes, ne sont pas assez formés. Sur le Tour de France, vous avez par exemple France Télé à Thierry Manaldi qui a fait le Dakar. Il y a souvent des pilotes du Dakar qui gèrent sur le Tour de France les motos même de jury.
Mais il faut qu'il y ait une amélioration de la formation des pilotes qui gèrent les motos de jury, des voitures de directeurs sportifs, des voitures neutres. Il y a beaucoup trop d'accidents aujourd'hui au niveau de l'organisation des courses et on va attendre encore combien de morts, très clairement, et combien d'accidents graves avant de faire quelque chose. Je crois qu'il y a un moment, cette année, il faut réagir. Depuis l'incident de Fabio Jacobson, on n'a quasiment pas réagi. Il n'y a pas eu de changement dans l'organisation des courses. Donc on attend quoi? Très clairement, du côté du CI, je me pose des questions. Il a eu de la chance quand même, Alaphilippe. Il a eu une très grande chance, c'est d'avoir qu'une fracture du poignet, qu'une double fracture du poignet. Il a eu un cul monumental de ne pas avoir ni clavicule, ni épaule, ni omoplate, et ni pneumothorax dans l'affaire. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je trouve qu'il s'en sort avec beaucoup de chance. Bon, coup de gueule, bazardé, ça nous a pris 5 minutes. On passe au résumé de la course, rapidement. On a une échappée qui est partie au bout de 30 km de course. Échappée avec 6 coureurs. Il y avait Gregor Mühlberger, Gys Van Hoek du côté de la CCC, Samuele Battistella de NTT, jeune coureur italien qui a l'air d'être très prometteur. Très prometteur. On a eu également Dimitri Peskens de Bingol Vanille Bruxelles, je crois, c'était Bingol. On a eu également Danny Van Poppel de Circus Vanti groupe Gobert, et puis Fabio Van den Bossche de Touchsport Vlaanderen. 30 km, écart max 8 minutes, malgré la chute de Mühlberger au ravito. Je sais pas ce qu'il a branlé. Je sais pas si vous allez retrouver l'image, mais quand il a pris la musette, je sais pas, il s'est enroulé la musette dans le guidon, 50 km de l'arrivée, donc le Patenberg attaque d'Alaphilippe et de Turgis. Les deux vont prendre une dizaine de secondes d'avance, qui vont être repris par le peloton des grands favoris, puis à 39 km de l'arrivée, à ce moment-là, c'est Alaphilippe qui attaque avec Adrien Van Der Poel. Wout van Aert revient dans un second temps à 35 km de l'arrivée, le tournant de la course, c'est la chute d'Alaphilippe. Pendant très longtemps également, entre 39 km de l'arrivée et 35 km de l'arrivée, on a un groupe de 4 avec Madouas. Je sais plus, il était accompagné par qui. Il y avait Casper Asgreen, il y avait, je crois, Florian Sénéchal. Je crois. Non, c'était pas Florian Sénéchal. Il y avait 2 coureurs de Deceuninck, mais qui vont décider de lâcher juste avant qu'Alaphilippe tombe. Comme toi, c'est pas de chance. Et Max pour Van Der Poel et Wout van Aert qui ne se sont absolument pas adressé la parole pendant toute l'échappée. 1 minute 30 et victoire de Van Der Poel. Je rappelle qu'il y a un différent entre les deux, entre Wout van Aert et Van Der Poel, qui date d'il y a quelques jours avant la course. C'était pas le GPE3. Merde, j'ai oublié la course que c'était entre les deux, où ils se sont engueulés quand ils ont fini 7 et 8 et il y a une grosse engueulade. Bon, je sais plus c'était quoi le nom de la course. Ça, avec le calendrier qui a été entièrement chamboulé, moi j'ai du mal à m'en remettre. Du côté des Bleus, Alaphilippe, on ne sait pas s'il pouvait gagner, parce qu'est-ce qu'il aurait réussi à décrocher Van Der Poel. Il était très fort, ça c'est clair et net. Pas forcément encore très à l'aise sur les pavés, c'est-à-dire sa technique sur les pavés laisse encore à désirer. Mais par contre, il était très très fort, et bien entendu, c'est plus facile pour lui de gagner le Tour des Flandres que de gagner Paris-Roubaix par rapport à ses qualités. S'il veut gagner Paris-Roubaix, il faudra qu'il travaille un petit peu comme Philippe Gilbert. Oui, c'est forcément très prometteur de sa part pour une première participation. La moto, je vais pas y revenir. Moi, j'ai bien aimé également la 6e place de Dimitri Claes, parce que c'est un coureur qu'on oublie un peu de citer chez Cofidis, et il est tout le temps là sur les classiques belges. C'est un coureur qui est très très régulier sur le classique belge, dans le top 15. Donc la 6e, c'est une belle place. Valentin Madouas, parce que lui aussi, première participation, 14e. Chez Groupama, il n'y a plus forcément une culture des courses pavées, comme ça a pu l'être à une époque. C'est pas plus forcément leur priorité, et en plus c'était pas le leader de l'équipe. Normalement c'était Stephen Kung, qui lui a pas été très très bon. Et puis Anthony Turgis, 4e, là aussi pas le favori de son équipe. Je trouve que Turgis devrait travailler sur les classiques, que ça soit l'Amstel ou des classiques comme celle-là. Je trouve qu'il a un potentiel pour faire vraiment des très très belles choses à l'avenir, et qu'aujourd'hui il part beaucoup trop dans des échappées sur des courses où il pourrait s'imposer. Je trouve ça un peu triste. Il a du mal à assumer son côté leader, je trouve, Turgis. Il faudrait qu'il travaille ça vraiment à l'avenir, parce que c'est un coureur qui, Anthony Turgis, quand on voit ses résultats depuis quelques temps, je trouve a vraiment fait des très très bonnes choses, parce que
La Flèche Brabançonne, il est 8ème par exemple. Sur le Tour de France, ça s'est vraiment pas bien passé, mais pour toute son équipe. Je trouve qu'il y a des bons résultats aujourd'hui chez lui. Il avait fait 13ème de Kurn Bruxelles-Kurn aussi en Belgique au mois de mars. L'Étoile de Bessèges, il avait fait des bonnes choses comme autour des Alpes-Maritimes. Mais c'est un coureur qui assume pas encore d'être leader. Et pourtant, il a des très très bonnes capacités, donc à lui de s'améliorer dans ce domaine-là. Il peut vraiment être un grand leader sur les courses d'un jour dans les années à venir. On va revenir donc sur les coureurs au top. Je vais commencer avec Wout van Aert. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il est revenu au bon moment sur Van Der Poel et Alaphilippe. Après, il fait ce qu'il faut. Hein. Il se met en deuxième position derrière Van Der Poel, mais Van Der Poel lance aux 150 mètres. Lui, je pense qu'il a, en 175 mètres, 180 mètres. Lui, il aurait dû lancer aux 225 pour tenter de faire la différence. Il lance peut-être d'un peu tard, mais après, il fait la course qu'il faut. Hein. Il tombe à un moment. C'est peut-être pas négligeable, même si c'est une chute qui avait pas l'air d'avoir beaucoup d'importance. Peut-être ça a joué sur son placement à certains moments dans la course. Il était plutôt bien entouré aussi. Bon, voilà. Après, c'est une course qui s'est fait à la pédale hein, cette année. Comme souvent sur le Tour des Flandres, ça se fait beaucoup plus. C'est beaucoup moins stratégique que Paris-Roubaix. Même si le placement compte, quand t'es très fort sur le Tour des Flandres, t'es très fort et tu gagnes souvent la course. Je continue avec Van Der Poel. Une nouvelle dans sa liste de grandes courses remportées. Après à l'Amstel, après à travers les Flandres, après le Big Bang Tour également cette année. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Quand vous regardez la Flèche Brabançonne également, quand vous regardez son palmarès, c'est quand même assez formidable. De toute façon, vu ce qu'il avait fait lors de la dernière étape du Big Bang Tour pour gagner le général, tu sentais que le mec était quand même très très fort cette année. Et il nous a encore montré qu'il était au top, que c'est un coureur sur lequel il faut compter, c'est un coureur qui vraiment est dans le profil un peu d'un Michael Matthews. Aujourd'hui, il est bien chez Alpecin Phoenix. Il va certainement faire le Tour de France l'année prochaine parce que chez Alpecin Phoenix, on est très très bien classé au classement de deuxième division pour avoir la possibilité d'être invité sur les 3 grands tours ou d'être invité sur les classiques. Et de toute manière, même s'ils ne sont pas invités sur les classiques, de cette manière-là, ils seront invités parce que c'est aujourd'hui l'un des meilleurs coureurs au monde. Il n'a que 25 ans, mais il a déjà un palmarès juste assez incroyable. Et je ne parle même pas du cyclocross, c'est juste formidable. Aujourd'hui, il est au-dessus sur ces courses-là, il faut très clairement le dire. C'était de top. Je vois que je suis déjà à 13 minutes de vidéo, donc je vais faire assez vite sur les flops. De toute façon, du côté des flops, il y a Stephen Kung. Décevant sur cette course, Kung, mais il n'a jamais été dans le coup. C'est dommage parce qu'à Gand, il était 5ème. Et là, ça s'est vraiment pas goupillé. Il avait été très bon au Big Bang Tour, au championnat du monde également, mais peut-être qu'il y a eu trop d'enchaînements de courses sur sa saison. Parce qu'il était, quand tu regardes depuis juillet, donc il avait fait le championnat de Suisse en juillet au niveau du contre-la-montre, 1er août Strade Bianche, 8 août Milan-San Remo, il y a eu Critérium du Dauphiné, il y a eu le championnat d'Europe du contre-la-montre, il y a eu le Tour de France, il y a eu le championnat du monde du contre-la-montre, il y a eu le Big Bang Tour, Gand-Wevelgem, le Schelderbridge et le Tour des Flandres. Je pense qu'il a accumulé beaucoup de courses et qu'au bout d'un moment, ça a été un petit peu compliqué. Alors, il doit faire encore 2 pas de tour. Je crois qu'il commence un petit peu à être lessivé. Je continue avec ceux qui ont été au flop. C'est Niki Terpstra qui a fini dernier de ce Tour des Flandres. C'est dire la déception qu'a été Niki Terpstra. Il a encore une année de contrat chez Total Direct Energy. Alors, quand on regarde ses résultats sur ces 2 saisons chez Total Direct Energy, il n'y a rien à en tirer, très clairement. Et là, cette année, ça a vraiment été une catastrophe depuis son retour au mois d'août. Que sur n'importe quelle course, il n'a jamais été dans le coup. Alors, je ne sais pas s'il a été malade, s'il y a un truc, mais à 36 ans, alors il reste encore la Vuelta pour lui, mais j'ai l'impression qu'à 36 ans, le déclin commence à arriver très très vite pour le coureur néerlandais, parce qu'il a un seul top 10 cette saison. C'était la première étape, son premier jour de course lors du Saudi Tour. Depuis, il n'y a aucun top 10. Vous pouvez regarder,
Vraiment une catastrophe. Cette saison encore pour lui. Et puis Zenek Chiba, un peu pareil. Il finit 73e, mais très très loin des leaders. Et là encore, cette saison pour lui, il n'y a pas grand chose qui s'est vraiment très très bien déroulé. Lui qui était l'un des coureurs majeurs sur les courses pavées il y a encore 2 ans, il a été remplacé par des coureurs comme Florian Sénéchal et puis également par Alaphilippe. Donc c'est vrai que sa saison de classique a été très mauvaise. Et puis bon, à part une 2e place sur la course sur route du Tour, du championnat national tchèque, de République tchèque, pardon, je vais y arriver, du championnat national de République tchèque. Sinon, là aussi, c'est pas incroyable au niveau de ses résultats. Il y a une 6e place au Strade Bianche. Et puis, un point, c'est tout. Et puis une victoire sur la Vuelta de San Juan, voilà, avant le confinement. Mais depuis le déconfinement, voilà, à part sa 6e place au Strade Bianche et sa 2e place au championnat de République tchèque, il y a eu aussi une 6e place au Big Bang Tour sur l'étape numéro 3, mais sinon pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est un petit peu décevant pour le coureur tchèque. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle est arrivée avec un petit peu de retard. Du côté des classiques, je pense qu'on fera pas grand chose d'autre. Je pense qu'on en a un petit peu fini. Le fait que le calendrier soit hyper resserré au bout d'un moment, il faut que je dorme. La Vuelta, ça sera sur un format un peu différent. On fera des bilans de chaque semaine parce que la première semaine, je vais quasiment pas pouvoir la regarder si je veux suivre le Giro. Donc on fera pas de débrief tous les jours de la Vuelta. Et puis de toute manière on fera des bilans de la saison aussi, ça arrivera du côté du cyclisme. Et puis il y a la MotoGP qui arrive, la F1 au Portugal, on fera également des choses là-dessus. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao ciao.